Moi, j'expliquerai juste effectivement sur la partie documentaire, où on peut être confronté à. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même problématique que la fiction, mais sur des documentaires qui peuvent se faire aussi à plus longue échéance, de savoir sauvegarder en cours de production, c'est-à-dire qu'on peut avoir un documentaire qui va se dérouler sur 8 mois, sur 2 phases de tournage. Et là, tout aussi bien, avant, on était en cassette, on mettait de côté, on les archivait et on revenait dessus. Là, sur le documentaire, c'est effectivement de savoir vider les cartes, de savoir bien sauvegarder sur quel support pour être bien dans la sauvegarde jusqu'à la phase de montage, en fait, tout simplement. Donc voilà. Après, je vais le faire un peu bref, après, si vous avez des questions. Après, c'est effectivement sur la question de l'archivage, où avant on ne se posait pas la question, on envoyait directement toutes les roches en stockage. Et là, en fait, ça a commencé depuis cette année, je dirais principalement, les formats de tournage en numérique. C'est-à-dire qu'avant, on était encore sur la cassette, donc tout allait bien. Et là, tout commence à s'accélérer. Et là, c'est... voilà, donc à un moment, on se pose la question, effectivement, le LTO, on est un peu perdu, il y a des décisions à prendre pour se libérer un peu de tous ces disques, parce qu'on voilà, on sécurise quand même sur 2 disques, on va stocker un peu à droite à gauche. Et voilà, donc après, c'est passer cette prochaine phase de l'archive à long terme et de la pérennité du média. Voilà. Alors, dans votre domaine, j'imagine que la difficulté, c'est que contrairement au cinéma où le rush, généralement, enfin peut-être pas toujours, mais généralement il est quand même confié à un laboratoire ou à un post-producteur qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, le sécuriser. Vous, c'est quelque chose qui est généralement, dans le monde du documentaire, plutôt internalisé. Internalisé, ouais. Ouais, tout Avant, à fait. c'était une cassette, on la posait sur une étagère. Aujourd'hui, Mm. on a Avant, ces oui, fameux... c'est ça. En cours de tournage, nous, c'était dans des bacs. Si le deuxième tournage devait avoir lieu à long terme, on l'envoyait en stock, on le faisait revenir au moment où on allait passer en post-prod. Mais en général, oui, tout se gère pour nous en interne dans la société. Donc, le montage se fait chez nous. Il n'y a pas effectivement de vérification de médias. On sauvegarde et voilà, quoi. Ouais, j'imagine quand même que comme c'est le rush est quelque chose d'extrêmement valorisant dans le monde du Ouais. documentaire, c'est même quelque chose qui peut resservir peut-être même 5, 10, 15 ans après. Voilà, tout à fait. C'est Parce des témoignages, quelque voilà, part. Nous, on donc, considère ça comme des témoignages. Et ce que je disais donc dans il faut le garder Voilà, dans de bonnes conditions. tout à fait. Et effectivement, c'est toute l'antinomie entre ce besoin qui est absolument indispensable et par ailleurs des modes de financement qui font que ben, c'est quelque part pas dans le budget, entre guillemets. Enfin, j'imagine, c'est toujours la difficulté qu'il y a Ouais. de faire un film de documentaire avec un certain budget et en même temps de se dire ben, les rushs que je viens de constituer, ils ont de la valeur, peut-être même pour longtemps. Et comment je fais pour les stocker. Voilà, C'est ça. Hein. c'est ça. Ouais. Bon. Puis c'est surtout que dans le documentaire, je dirais, peut-être contrairement à la fiction, c'est qu'on a du mal à estimer la valeur quelque part du rush. Là, le documentaire qu'on a sorti en salle, c'est ce que je disais, c'est 6 mois de tournage d'une ethnologue qui est partie au fin fond du Zanskar. Et là, on se dit, voilà, ces rushs-là, on les perd. On ne sait pas valoriser quelque part la valeur de la perte, parce Bah ouais. que c'est un réel témoignage, en fait. Bien sûr. Après, sur du documentaire où on fait appel à des tournages, c'est précis. Voilà, là, j'ai un autre exemple sur de l'araignée, l'endoscopie, la microscopie. Voilà, c'est des séquences qu'on a commandées comme ça à des sociétés. Ça, on sait le valoriser, ça. Mais après, voilà, c'est du témoignage. Je dirais, voilà, dans le documentaire, c'est plutôt du témoignage. Ouais. Donc aujourd'hui, depuis donc cette année, le problème se pose, on va dire. Donc la technique, c'est quoi? C'est on copie sur 2 disques durs et on... Pour l'instant, on copie sur 2 disques durs en se disant, là, il faut qu'on trouve une solution qui soit... Mais que vous n'avez pas encore trouvé. Non, parce qu'il faut qu'on commence à s'y mettre. D'accord. Tout simplement. Ben, alors, ceci dit, cette problématique du documentaire, elle existe aussi dans certains longs métrages. Hein. Il y a des longs métrages qui se font aussi dans des conditions de financement qui permettent pas toujours d'avoir accès à des gros laboratoires ou en tout cas des systèmes de fabrication, on va dire, plus traditionnels. Donc, je crois qu'il y a notre ami Antoine qui pourrait peut-être, on a déjà eu l'occasion tous les deux d'en parler, nous dire peut-être dans le domaine du long métrage, quand tu ne peux pas dans certains cas avoir un laboratoire sur toute la chaîne, comment toi par exemple tu
tu t'organises? Enfin, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses ou ce que tu pourrais préconiser? Préconiser, je n'irai pas jusqu'à préconiser. D'accord. Hein. Je dirais Conseiller. ce qu'on a pratiqué une fois. Dans le cas d'un film tourné sur un 5D, donc chaque cartouche a été d'abord sauvegardée, puis mise sur des Blu-ray, en fait. D'accord. Donc on a une sauvegarde sur disque dur, plus une sauvegarde sur Blu-ray, puisque le 5D, souvent on a besoin de repartir de la source vraiment pour la recharger, et pas simplement des conversions qu'on fait au fur et à mesure. Bon, après je dirais que ça dépend de la quantité de données, mais je me sens quand même mieux quand j'ai une copie des données sur une étagère quelque part, même si le labo fait son truc, pour le cas où, Bien sûr. bah voilà, on disait l'exemple tout à l'heure, hein, les LTO qui sont propriétaires, machin. Le fait d'avoir quelques disques durs quand même chez soi, c'est pas mal. Et j'ai fait une expérience récemment, j'ai ressorti donc le DSM, on va dire. Hein. Donc c'était vraiment les images DPX d'un long métrage qui était étalonné en 2005. Je les avais stockés sur des disques durs. À l'époque, c'était les plus gros qui existaient, 250 gigapièces, qui sont restés chez Eclair sans bouger. Je les ai sortis. Donc là, au bout de 7 ans, donc. Hein. Aucun n'avait craqué. Ils étaient tous bons, ils sont tous allumés. Les alimes étaient mortes, mais il m'en restait une quand même qui marchait. Et j'ai pu tout remettre sur un seul disque dur. Donc la migration manuelle a pu avoir lieu et être mise sur des disques durs finalement. Bon, un disque de 3 Tera aujourd'hui coûte 200 €. Bon, bah voilà, j'ai fait une migration. Je ne sais pas, en revanche, j'ai pas fait l'expérience. Il faudrait peut-être que je teste avec. On pourrait faire l'expérience. Il est stocké sur LTO aussi chez Eclair. Les bandes, je ne sais pas si elles ont migré, je ne sais pas si elles ont été vérifiées, je ne sais rien de tout ça. Voilà une expérience à tenter qui serait intéressante. Ouais, bien sûr. Donc si tu es prêt à le faire, je peux te dire le nom du film et puis on peut tenter ça. C'est peut-être effectivement un ancien format type DTF. Parce que c'est vrai que on peut préciser des choses par rapport à ça, parce que tous les gens qui travaillent dans la post-production depuis une vingtaine d'années ont vu, et puis même les gens qui font du Photoshop ou du graphisme, ont vu depuis une vingtaine d'années passer tout un tas de supports, de sauvegardes, de formats, de trucs. On a les cartouchiers Omega pour certains qui s'en souviennent et autres. Évidemment, ça tenait 2 ans. Il y avait un autre fabricant qui a inventé un autre truc et on était battus parce que ça marchait plus 2 ans après. Bon, quand même, le LTO, c'est issu d'une réflexion basée là-dessus quand même. Hein. Il faut en avoir conscience. Ce sont les principaux constructeurs qui se sont retrouvés face à ça, qui ont décidé de monter un consortium. Et le O de LTO, ça veut dire open. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose quand même d'ouvert pour qu'on puisse l'utiliser, le réutiliser pour des durées assez longues. Ça date déjà de 2000, les premiers LTO, donc 12 ans. Donc on peut supposer que ça va continuer encore un bon moment. Maintenant, comme le disait Franz tout à l'heure, les LTO 3, je crois, sont pas directement compatibles avec les nouveaux LTO 5. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut migrer absolument régulièrement. Donc ça répond partiellement à la question peut-être sur un documentaire. Maintenant, ça oblige quand même d'avoir cette compétence en interne, qui est une compétence qui est totalement naturelle et évidente chez un post-producteur, mais qui n'est pas forcément qui est existante chez tous les producteurs, quoi. Donc ça vous oblige quelque part à avoir cette compétence en interne. Parce que d'un autre côté, acheter un petit LTO branché sur un ordinateur, c'est pas non plus de la physique nucléaire, hein, mais voilà, il faut quelqu'un pour s'en servir et quelqu'un pour garantir que ça marche, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe chez tous les prestataires, mais pas forcément chez un producteur. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Pour moi, on est dans la quadrature du cercle, là, parce que soit le producteur trouve cette compétence-là, soit il fait appel à un prestataire. Je dirais, il y a une troisième hypothèse, c'est confier ça à un prestataire extérieur, et il commence à y en avoir quelques-uns, même il y en a qui existent depuis longtemps d'ailleurs, qui sont capables de vous mettre sur LTO des rushs ou une œuvre terminée, mais moyennant un coût à l'année qu'il faut payer, quoi, que vous n'aviez pas avant, et qui, quelque part, n'est pas dans le coût du film. Non. Ah bah oui, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc il va falloir l'intégrer dans le coût du film si vous voulez
si vous voulez le réaliser. Lydie, tu voulais Oui, préciser? je voulais poser une question à Anne-France, parce que je pense que tu fais du documentaire, mais tu fais aussi du flux magazine. Oui, du flux Est-ce magazine que aussi. de ce point de vue-là, il y a un traitement différent de la chaîne? Non, il est plus effectivement, je dirais, dans le flux, forcément. Donc c'est vraiment, c'est action-réaction, c'est les équipes de tournage qui arrivent. On doit rendre les cartes au prestataire le lendemain, donc c'est de la sauvegarde où on sécurise voilà, sur 2 disques pour être sûr. On efface ces cartes, on renvoie le tout. Ça rentre en montage assez rapidement. Et voilà, pour l'instant, j'en suis à la phase où on arrive encore à garder sur 10 ces images-là. Et là, la sauvegarde du magazine, c'est voilà, est-ce qu'on archive ou pas en fait le magazine. C'est la grosse question du avant. Voilà, on a la cassette, on la met de côté. Elle est moins, c'est peut-être pas sympa, moins précieuse que le documentaire, mais elle est quand même là la cassette. Dans le rush numérique, la question va être voilà, une fois que le disque est plein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sécurise ou pas en fait Est-ce que c'est pas sécurise, hein, c'est l'autre chose. C'est ce qu'on archive ou pas en fait le magazine. C'est de savoir effectivement déterminer effectivement la valeur de ce qu'on veut sauvegarder ou pas en fait. Quand vous étiez dans le monde de la cassette, de toute façon, c'est vous qui faisiez toutes ces opérations-là, recopier le master, ou est-ce que ça partait à un moment donné chez un prestataire extérieur? Non, parce qu'en fait, on a les salles de montage, nous, D'accord, ouais. dans la société. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé aussi de penser à cette phase-là. Alors, si on veut faire une analogie, une cassette vidéo qui rentre dans un magnétoscope, on enregistre une image dessus qu'on peut effectivement à tout moment relire en faisant play dessus. C'est, comment dire, c'est satisfaisant sur le plan intellectuel parce que c'est super rapide, c'est super facile, c'est évident, tout le monde sait faire. Faire la même chose en informatique avec une cartouche LTO. Une cartouche LTO, c'est aussi une bande magnétique, hein. C'est pas un disque dur, hein. C'est aussi une bande magnétique. Donc, quelque part, on a un lecteur enregistreur de LTO qu'on branche à un ordinateur avec le soft qui est adapté. On met sa cartouche comme si c'était un magnétoscope dedans. Bon, il faut avoir la compétence de le faire, mais une fois qu'on l'a fait une fois ou deux, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça veut dire que c'est pas indexé. Ça veut dire que ça devient le problème du producteur qui devient son propre prestataire, quoi. Mais ça, j'avais fait appel effectivement à un prestataire comme ça pour voir si on pouvait internaliser ça, cette sauvegarde LTO. De toute façon, vous n'avez pas le choix. On est dans des budgets qui sont... bon, déjà, c'est quand même un budget de s'investir dans l'LTO, en fait. Et là, pour l'instant, voilà, c'est des calculs à faire, effectivement, est-ce que c'est le bon choix aussi, est-ce que... Mais voilà, ça, j'avais fait appel à ça. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, le LTO est la seule solution dans ce cas-là. Enfin, oui, mais il faut bien faire attention. Il faut bien être sûr que les données ont été bien enregistrées sur sur ça aussi. Et ça, parle de compétences, ouais. Bien sûr. Bon, enfin, il existe des logiciels. Un magnéto, par exemple, si on fait la comparaison avec un digital Betacam ou un HDcam, vous aviez en face avant des voyants vert, orange, rouge. Et en fait, ça, c'est les corrections d'erreurs qui sont apportées au moment de l'enregistrement. Et donc, systématiquement, il faut que ça soit vert. Ça, c'est un réflexe. Bah, là, sur la bande, sur la LTO, il faut que ça soit fait de la même façon. Oui, bien sûr. Et ça, pour une compétence. Ouais. Donc, un simple lecteur branché sur une station, il faut quand même faire attention.